Coucou mon pompon. Dans ce podcast, je t'ai vraiment souvent parlé des robots, je me rends compte. De R2D2 à Vision, en passant par les réplicants de Blade Runner et les androïdes d'Alien, ça fait déjà pas mal. C'est un sujet qui me passionne. Mais pourquoi donc cette marotte, t'interroges-tu le pompon vrombissant de curiosité? Oh ben non, pas du tout, Captain Sophronie, finissez mon petit goûter. Eh bien, qu'à cela ne tienne, Disciplus Pompix, je m'en vais étancher ta soif de savoir, telle une rasade de rhum sur la langue d'un pirate naufragé. Ah bon, ben moi j'étais plutôt partie pour un petit chocolat, mais d'accord. Facétieux disciple. Or donc, j'adore les robots parce que leur présence dans les fictions apporte toujours des questionnements fondamentaux sur l'humanité. D'abord, on retrouve souvent la thématique du créateur quasi divin, proche de Prométhée ou Pygmalion dont je t'ai déjà parlé, mais je vais y revenir plus tard si t'as pas suivi, t'inquiète. Programmer un être artificiel à notre image, ce n'est pas anodin, et ça implique des responsabilités envers la créature. Très souvent aussi, cela permet de parler métaphoriquement d'oppression de la vraie vie, de l'animalisation de certaines communautés, notamment avec l'esclavage, de la réification du vivant à des fins d'exploitation mercantile. La réification, ça vient de res, la chose en latin. C'est considérer un être comme un objet, un outil. Du coup, vu que le robot est un objet, ça inverse un peu le schéma et ça pose la question en miroir, tu vois. Et puis surtout, la thématique la plus évidente et que je trouve passionnante, c'est celle de ce que c'est d'être vivant. À quel moment le programme devient une conscience? Quelle ligne doit être franchie pour considérer la présence d'émotions dans les données? Quand est-ce que les informations deviennent des perceptions? Là aussi, voilà des stéréotypes de personnages qui nous tendent un sacré miroir. C'est quoi un être humain? Vous avez 8 heures, l'usage de la calculatrice ainsi que de ChatGPT sont formellement interdits. Je n'ai pas l'ambition de répondre avec thèse, antithèse, synthèse à ce mystère philosophique, rassure-toi. D'autant que malheureusement, ce qui ressort de l'être humain dans ses fictions, comme dans sa fabuleuse histoire sans cesse répétée de guerre, de destruction du vivant, d'oppression systémique et de génocide en veux-tu en voilà, c'est pas très reluisant globalement. Je vais essayer de me concentrer sur une seule thématique ici et sur ce qu'elle raconte de notre rapport fondamental au monde qui nous entoure. C'est déjà pas mal, tu me l'accorderas. Pour cela, je vais aussi devoir faire des choix. Il y a beaucoup trop de références robotiques en pop culture pour que je les balaye toutes. J'écarte d'office tout ce qui est être vivant robotisé, forcément. Donc les Robocop, les Transformers et tous les bazars là, ça dégage. Ensuite, je vais me concentrer sur ceux qui me permettront d'illustrer le plus clairement mon propos. Sans trop de mise en contexte nécessaire, du coup j'abandonne par exemple Battlestar Galactica alors que j'adore les Cylons. Mais ce serait bien trop long juste pour un exemple. Et puis aussi, rappelle-toi que j'ai pas tout vu, tout lu non plus. Je sais, tu as peine à le croire, pompon, mais j'ai mes failles, je ne suis pas un robot, justement. Donc, je te prie d'avance de me pardonner si ton petit robot préféré n'apparaît pas dans mon panel. Je te jure, la sélection pour cet épisode, ça a été une vraie tannée. Reste dans la course, dans le désordre et, pour certains par simple évocation, pour d'autres avec une analyse plus approfondie, Terminator, Westworld, R2D2 et ses petits potes, Wall-E, Blade Runner, Alien, et bien sûr Bender et Nono le petit robot, si, 100%, je suis sérieuse. Alors au départ, j'avais même prévu de te caser Her, le film où l'intelligence artificielle est complètement dématérialisée pour le coup, mais où elle vit tout de même une relation charnelle avec le personnage principal. Mais bon, finalement, c'était au bout du compte un petit peu hors sujet, et par ailleurs, je te cache pas que le film m'avait un peu gênée aux entournures, donc j'ai pas réussi à le placer, c'est peut-être pas plus mal. Dans tous les cas, pour ceux que j'ai choisis,
Tous ces dignes représentants de l'intelligence artificielle vont me permettre de te parler de ce qui ancre notre mémoire, provoque nos réactions émotionnelles, tisse des lignes invisibles entre le monde et nous, ce qui méritait bien un exercice de vivance qui en porte le nom, les 5 sens. En dehors de certains récits dans lesquels on découvre en twist final que nous sommes les créatures et que les dieux originels étaient des robots, le schéma classique et logique implique plutôt l'inverse. L'humain crée un être de toutes pièces, plus ou moins à son image. C'est un mythe vieux comme le monde. Pygmalion sculptant sa femme parfaite, oui, on aurait bien des choses à en dire, ça date des métamorphoses d'Ovide, donc autant te dire que c'est pas d'hier. Same pour le mythe de Prométhée dont je t'ai déjà souvent parlé ici, mais pour les 2 pipelettes du radiateur qui suivent rien, je fais une petite piqûre de rappel. Prométhée, c'est un titan à qui les dieux ont demandé, ainsi qu'à son frangin, de mettre un peu de life sur Terre histoire de rigoler un coup en mangeant des Ferrero Rocher sur le mont Olympe. Le frère s'amuse comme un fifou en concevant toutes les bestioles possibles et imaginables. Prométhée tire la langue et plisse fort la ride du lion pour créer une seule bête, l'humain. Responsable de sa création fragile, sans fourrure ni aptitude physique de malade, il va choisir de voler le feu des dieux pour lui en livrer le secret. C'est le symbole de la connaissance et de l'accès à la technologie. Tu vois donc aisément en quoi l'humanité, créant à son tour des êtres technologiques auxquels elle tente d'insuffler une intelligence propre, devient elle-même une sorte de Prométhée. C'était déjà la question dans Pinocchio. Passer de la marionnette imitant l'apparence de la vie à l'être vivant, ce n'est pas pour rien que Spielberg a repris l'histoire pour la réécrire avec un enfant robot dans AI, intelligence artificielle. Je t'avais parlé de la responsabilité parentale qui incombe alors au créateur. C'est l'objet de la très marquante scène de Blade Runner où l'androïde Roy vient à la rencontre de son créateur et le nomme père avant de le parricider. Un Oedipe mal réglé sans doute, selon toute vraisemblance. Or, dans une grande partie des représentations dont je vais te parler, l'humain n'agit pas comme un père, mais comme un maître. Note que ce sont aussi 2 conceptions que l'on retrouve dans les religions, notamment monothéistes. En tant que maître, il attend en premier lieu de sa créature qu'elle soit un outil performant. Ça, encore, c'est plutôt logique. Ce qui m'intéresse ici pour le moment, c'est l'apparent paradoxe entre la volonté de s'approcher de la manière la plus troublante de l'apparence humaine, du corps, des mouvements, de la voix, etc., tout est fait pour s'y tromper. Or, ce double, qui appelle pourtant à la confusion, voire à l'empathie, ce double est souvent volontairement maltraité. Je pense par exemple à la date de péremption à échéance extrêmement brève des réplicants dans Blade Runner. Pour les empêcher de trop développer leur conscience, on les soumet donc à l'angoisse d'une mort toujours imminente plutôt que de tolérer leur développement humain. Dans AI, on assiste à des jeux du cirque atroces où les androïdes se voient infliger les pires tortures, écartelés, brûlés dans des bains d'acide, etc. Sous l'œil d'une foule, enivrée par ce spectacle barbare, le tout mené par un monsieur loyal dont le cheval de bataille est de rappeler à tous que les robots ne sentent rien. Preuve qu'ils ne sont pas des êtres et qu'il ne faut pas les laisser remplacer le vivant. Il y aurait donc bien corrélation dans l'esprit commun entre la capacité à souffrir et la présence d'une vraie conscience, entre l'essence et l'existence. Mais c'est un peu plus pervers que ça. Dans Westworld, qui présente un univers entier conçu comme un parc d'attractions immersif où les androïdes jouent le rôle de personnages du Far West afin que les visiteurs puissent interagir et vivre toutes sortes d'aventures, de quêtes ou simplement d'expériences de dépaysement, que constate-t-on très rapidement ? Eh bien que bon nombre de riches personnes payant pour ce divertissement ne viennent que pour massacrer, torturer, violer, etc. Plus les robots sont des mimiques parfaites de leur créateur,
plus celui-ci ressent le besoin d'éprouver sa nature d'objet. C'est la même logique inversée lorsqu'on nous présente des robots pas ou peu humanoïdes, comme R2D2. Je t'avais déjà parlé de la scène de marquage au fer rouge sous les petits pieds d'un de ses homologues qui hurle de douleur. Même nous, spectateurs, semblons avoir besoin de voir la capacité sensorielle des robots qui ne nous ressemblent pas pour concevoir de l'empathie à leur égard. Note aussi que dans les fictions qui présentent des robots parfaitement intégrés et considérés comme des personnes à part entière, ils sont souvent de forme vaguement humaine et tout en métal apparent, mais en revanche, ils ont un accès naturel au sens, en ce qu'ils aiment boire ou manger par exemple. Ben oui, les besoins basiques du règne animal, c'est quand même respirer, boire, manger, faire dodo, littéralement la liste de mes plus grandes passions. Calme-toi bien, Captcha, je sais peut-être pas reconnaître toutes les cases où il y a des vélos, mais visiblement je ne suis pas un robot. Bon, prends Bender dans Futurama. Ah, tu vois, on y arrive. Littéralement, il ne vit que pour l'ivresse des sens. C'est même le roi des addictions. Dans un genre beaucoup plus kid-friendly, on pense aussi à Nono, le petit robot rouge de Télémac dans Ulysse 31. Ok, lui, ses cacahuètes, c'est des clous, mais bon, chacun ses goûts. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il en soit friand. Oui, j'ai utilisé l'adjectif friand, j'ai 80 ans. Or, ces deux-là, malgré leur allure indéniablement boîte de conservesque, personne ne leur nie leur statut d'être sentient et conscient. Alors ce besoin d'infliger la douleur, de chercher à tout prix à la provoquer chez ceux que l'on a façonnés avec nos traits, est-ce que ça n'en dit pas plus long sur notre rapport aux perceptions et à la position que nous prenons dans le monde que sur ceux qui perçoivent ou non cette souffrance dans leur corps métallique ? Reconnais que c'est quand même un move curieux que de tenter de prouver que nous, on a ce qu'on pourrait communément nommer une âme, précisément en la perdant. Si, se comporter comme des gros barbares, ça ne se fait pas sans un cœur particulièrement noir. Note que la réponse censée, débarrassée de tout paramètre émotionnel à laquelle la plupart des IA de science-fiction parviennent, c'est qu'il faut terminer ou restreindre l'humanité. Exactement comme Thanos en fait. Oui, mais regarde quelles informations on leur envoie aussi. On cherche les problèmes. C'est le parti pris par Skynet dans Terminator. C'est son raisonnement mathématique. Il faut attendre la compréhension des émotions et des sens du modèle T-800 envoyé pour sauver John Connor dans le 2 pour parvenir à déceler l'intérêt de préserver l'humanité. Note que le 2 s'intitule Judgment Day, le jugement dernier. Si ça, c'est pas la preuve qu'on est en quête de rédemption, je sais pas ce qu'il te faut. Toujours est-il que notre Terminator n'est pas capable de sentir avec le corps. Avant de plonger, preuve qu'ils ne sont strictement rien, dans un bain de métal en fusion pour faire disparaître tout moyen de le construire à nouveau, il ramasse de son gros doigt une larme sur la joue de l'adolescent avec lequel il s'est lié d'amitié et lui dit « Maintenant je comprends pourquoi vous pleurez, mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. » Peu importe qu'il possède ou non des capteurs sensoriels et une petite poche à larmichette au coin de ses yeux rouges. Il a compris l'essence des sens. Alors il a accès au ressenti émotionnel. Tiens, je viens d'évoquer les yeux. Ça aussi, c'est une particularité qui a son importance chez nos robots. Les yeux rouges, c'est un gros cliché. Les cils-longs, j'avais dit que j'en parlais pas, mais c'est quand même un peu eux les boss de la trend. Terminator, je viens de le dire, le fond d'œil des réplicants lui aussi est rouge, etc. Et puis tu as des petits personnages pas du tout humanoïdes qui tirent une bonne partie de ce qu'on va immédiatement identifier comme de l'expressivité émotionnelle par les non-œils toujours. Regarde Wall-E, c'est pas l'un des plus choux des petits robots franchement. Eh bien ses yeux ont une forme de goutte mobile, des pupilles, quelque chose de très organique, alors que pour le reste il a plutôt l'allure d'un véhicule de chantier. Dans la scène où il se trouve en risette, ses yeux sont très droits et vides. Il ne reconnaît plus Eve, jusqu'au moment où elle met sa main dans la sienne, sa tête contre la sienne. Le toucher, c'est cela qui ramène la conscience et la personnalité du petit robot.
D'ailleurs, c'est son rapport très particulier au sens qui vont en faire le héros de l'humanité. Wally est seul sur Terre depuis longtemps. Il doit compacter des déchets en attendant le retour des êtres humains sur la planète qu'ils ont désertée après l'avoir vidée de toute possibilité de vie. Or, scène 1. On voit que Wally lance une musique qu'il aime sur son petit transistor intégré. Il choisit et collectionne de petits trésors dans les décombres qu'il nettoie, des choses qui brillent, des objets colorés. Il est connecté à ses sensations. Elles lui procurent des émotions. Contrairement à la colonie humaine aseptisée qui erre dans l'espace sans même la mémoire d'une volonté. Wally, il a une mission, il ne l'a pas oubliée, trouver un signe de vie qui prouvera aux humains qu'ils peuvent repeupler la Terre. C'est l'espoir que porte la plante fragile qu'il va découvrir. Ce petit outil travailleur qui ne veut plus être seul est celui qui ramène un sens à l'existence. Il est exemplaire. C'est cet héroïsme sensible vers lequel l'âme doit tendre. C'est exactement le même principe que le rôle tenu par les androïdes dans Alien à partir du 2. L'apparition de Bishop, sa douceur, son empathie vont convaincre Ripley que l'être humain est encore un modèle valable, qu'il mérite d'être sauvé. Gagner son humanité, c'est le souhait le plus cher du petit David, le Pinocchio robotique d'AI. Sa quête, c'est la fée bleue, autrement dit, la capacité d'inventer, de rêver, d'espérer. Les sens, c'est quelque chose de très important en sophrologie, je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre conscience justement de ce qu'on ressent dans le corps et ça va aussi doucement nous mener à nous reconnecter au présent, à notre respiration, à notre rapport avec notre environnement. Et de fil en aiguille, on va alors ensuite pouvoir travailler sur le côté un peu plus émotionnel, mental. Je te rappelle que la sophrologie, c'est une méthode psychocorporelle. C'est les deux main dans la main et pas un par un ou l'un isolé de l'autre. Les deux sont intimement liés et c'est exactement ce que tend à faire ressentir à nouveau l'exercice de relaxation dynamique dont je vais te parler aujourd'hui, qui s'appelle la vivance des 5 sens. Le terme, le nom est assez transparent. Hein. La vivance, c'est le fait de reprendre conscience justement d'un vécu physique, voire émotionnel ou mental, hein, d'entrer vraiment dans une attention portée à chacun des points, chose qu'on fait assez rarement au quotidien, notamment avec les sens, parce que quand on a la chance de les avoir, on oublie parfois qu'ils sont là, on les considère comme acquis, je vais y revenir dans un instant. Mais toujours est-il que ce rapport au sens, il est très important et c'est aussi, tu vois, une thématique qui est, en tout cas en sous-teinte, extrêmement exploitée dès lors qu'on met du robot et de l'intelligence artificielle dans les fictions. Parce que le vivant, dans notre conception à nous, c'est ce qui a la capacité de sentir. C'est d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de faire une parenthèse, ce qui devrait tout de même prévaloir dans notre manière de considérer les autres animaux, puisqu'ils sentent, ressentent et donc ont un intérêt à vivre et non pas à être torturés. Parenthèse close. Donc c'est aussi ça qui me touche dans la thématique des robots, comme je te le disais en introduction, c'est cet effet miroir qu'on peut porter à la fois à notre humanité, mais aussi à tous ceux qu'on fait souffrir de manière systémique pour le coup. Je trouve que c'est toujours bien représenté et symbolisé justement par la manière dont l'humanité se comporte avec les créatures qu'elle a fabriquées. Je t'ai dit que j'allais revenir sur cette histoire de 5 sens. Donc pour cette vivance des 5 sens, bien évidemment, encore une fois, et ça fait 3 fois d'affilée, je te jure, j'ai pas fait exprès, on pourrait quand même être un peu dans une conception validiste puisque tout le monde n'a pas accès à ces 5 sens. Alors, le plus gros écueil, mais si tu es concerné, forcément, tu n'écoutes pas ce podcast,
La sophrologie ne s'adresse pas, par exemple, aux personnes atteintes de surdité, puisque c'est par la voix qu'on va faire les choses, il n'y a pas de toucher. C'est vraiment une grosse interrogation que j'ai eue, moi, en débutant mon parcours, que je n'ai toujours pas terminé d'ailleurs. J'ai toujours un peu ça dans l'arrière de la tête, d'essayer de trouver un moyen en fait de pratiquer la sophrologie de manière accessible aux personnes malentendantes. Mais pour le moment, voilà, je n'ai pas encore eu ni le temps ni les moyens, c'est surtout ça, de m'y pencher. Mais c'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est une pratique qui pourrait justement faire beaucoup de bien, notamment à l'enfance et à l'adolescence, puisqu'on sait que la surdité, c'est vraiment quelque chose qui coupe énormément de la vie sociale dans une certaine mesure, et qui du coup chez les plus jeunes va parfois provoquer des périodes de grands sentiments d'injustice, de colère, de sortes de réactions un petit peu entre guillemets, toute proportion gardée, mais violente du corps, dans le sens où le corps va extérioriser en fait de manière très forte cette frustration de ne pas pouvoir s'insérer dans la communication de manière aisée avec le reste du monde. Donc c'est quelque chose évidemment sur laquelle la sophrologie pourrait être d'une grande utilité si seulement on prenait un petit peu d'énergie et de temps et de moyens pour essayer de l'adapter. Voilà, c'est mon petit souhait personnel. Ça tombe bien d'ailleurs que je te parle de souhait parce que je vais y revenir tout à l'heure. Mais bien évidemment, pour cette vivance des cinq sens, si on est face à une personne qui, par exemple, est malvoyante, évidemment qu'on va complètement adapter, enlever ce sens ou ne conserver que la partie avec laquelle la personne a encore des ressentis et des stimulus sensoriels, des stimuli, on dit, et pas des stimulus. Même chose. Je pensais à ça avec la privation des sens qu'on a pour beaucoup un peu redécouverte avec le Covid, où évidemment tout d'un coup quand on est privé de son odorat, de son goût, des deux, peu importe, on constate à quel point notre rapport aux choses de la vie change, est intégralement modifié. Donc ça montre à la fois l'importance des sens, mais en même temps, tous ne sont pas nécessaires pour percevoir le monde. Il est bien évident que privé d'un ou même de plusieurs de ces sens, il nous reste toujours les autres pour s'attacher et faire des liens avec le monde, bien évidemment. Cette vivance est un exercice de deuxième degré, donc si tu suis régulièrement ce podcast, peut-être as-tu retenu que le deuxième degré, c'était les exercices de futurisation ainsi que d'observation. Alors d'observation, oui, évidemment pour cet exercice, puisqu'il va consister justement à prendre le temps de se concentrer et d'observer les organes, les parties du corps qui nous permettent de percevoir et d'avoir un lien avec nos sens. Donc les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la pulpe des doigts pour le toucher. Et donc il y a toute cette partie de concentration sur nos sens. On va inviter le sophronisé au fur et à mesure à venir toucher les yeux fermés, par exemple les ailes de son nez, les contours de ses yeux, sa bouche, même à faire l'intérieur de la bouche avec la langue. On va l'inviter à bien faire le tour de ses oreilles et puis même à plaquer ses mains à plat, tu sais, pour boucher, déboucher rapidement les oreilles pour entendre les variations de son. On va l'inviter à toucher la pulpe de ses doigts, puis à tâter ses cheveux, ses vêtements en haut, en bas pour voir les différences de texture, etc. Donc ça, c'est toute la partie observation pure. Et puis, on va tout de suite, pour chacun des sens, enchaîner avec quelque chose qui va relier ça à des ressentis positifs, voire à de la mémoire, puisque on va demander au sophronisé ou à la sophronisée de penser à
quelque chose que ce sens lui amène de manière agréable, une bonne odeur, une bonne saveur, etc., etc., quelque chose qui lui plaît, qui lui parle à lui ou à elle. Et puis à chaque fois, hop, on prend le temps de prendre conscience justement de la présence de ce sens et de son importance et de ce que ça apporte de positif. Donc on passe en revue les 5 sens. On vient prendre conscience à l'issue de cette observation progressive de la manière en fait dont tous ces sens nous permettent d'être en contact et d'être reliés complètement non seulement à notre environnement mais à notre manière de le percevoir dans tous les sens, c'est-à-dire comment on va ressentir ces perceptions, comment même pourquoi pas elles vont être reliées carrément à des souvenirs positif, hein, on en fait un exercice positif de celui-ci. Je t'ai dit, deuxième degré, c'est observation, mais c'est aussi futurisation. Eh bien, on va aussi trouver cette catégorie, entre guillemets, à la fin de cet exercice-là, puisque on va proposer aux sophronisés de formuler un souhait, de laisser venir un souhait en lui. Alors, ça peut être quelque chose qui va permettre de confirmer son attachement, sa détermination à son objectif, par exemple. Mais très souvent, le souhait qui va ressortir n'est pas forcément si directement lié que cela à l'objectif pour lequel la personne est venue nous voir. Très souvent, on va avoir quelque chose d'un peu plus fondamental. Et ça va justement aider soit à prendre du recul avec le reste, soit à voir pourquoi notre objectif fait partie de quelque chose qui est beaucoup plus profondément ancré en nous que simplement réussir à tel examen, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a cette idée-là, puis ça peut être des souhaits tout simples, on laisse venir sans juger. Le but, c'est que ce souhait positif, justement, ils viennent nous remplir de quelque chose d'agréable à la fin de cet exercice-là, et qu'on lit bien l'idée de comment on perçoit le monde et ce qu'on décide d'y faire dans ce monde. Et puis on vient essayer d'ancrer ces sensations positives. C'est un exercice qui va avoir plusieurs intentions possibles. Certaines vont commencer par le verbe se concentrer. Ça va être toutes celles justement où on vient se recentrer sur soi, pourquoi pas, ou encore se concentrer sur ses aptitudes pour essayer de venir un peu accroître la confiance en soi. L'autre terme qu'on va beaucoup retrouver, c'est stimuler. Je crois que c'est celui qu'on retrouve le plus, puisque ça va permettre, par exemple, de venir travailler sur l'adaptabilité avec justement la stimulation de nos capacités sensorielles et ce qu'elles nous permettent d'ajuster par rapport au monde. On va pouvoir stimuler les canaux sensoriels pour optimiser la mémoire ou encore renforcer le métabolisme. On va aussi pouvoir, par ce biais de stimulation, favoriser de nouveau le sommeil, etc. Il reste deux types, on va dire, d'intentions. Il y a l'idée d'identifier, tout simplement, parce qu'on est quand même dans une démarche, on va dire, d'abord d'observation un peu méthodique, sens par sens. Là aussi, ça va pouvoir permettre de soit optimiser la mémoire, par exemple, en essayant d'identifier les points qui nous permettent de retenir. Je dis n'importe quoi, mais par exemple, quelqu'un qui est très visuel, vous savez, il y a les mémoires visuelles, auditives, ou bien ceux qui ont besoin d'écrire pour se souvenir, ça fait pas appel au même sens. Donc reprendre bien conscience du rôle que chacun de ces sens tient dans justement le fait de mémoriser, ça permet aussi de mieux les convoquer dans ce type de moment-là. C'est en ça qu'on parle de stimulation. Et puis la dernière, c'est pour une seule intention, là pour le coup, c'est quand on veut travailler sur l'estime de soi, où là on va être plutôt dans l'idée de valoriser ces 5 sens. Et du coup ça va nous permettre de nous sentir empouvoirés, entre guillemets, et puis de bien reprendre conscience justement de sa valeur presque intrinsèque.
Donc pas mal de possibilités pour cet exercice-là qu'on ne trouve qu'une fois, mais c'est déjà pas mal pour une vivance dans la première phase. Les vivances, c'est des exercices qui sont un petit peu plus longs, un petit peu plus compliqués, beaucoup plus méditatifs que les relaxations dynamiques classiques, on va dire. Par conséquent, c'est un peu plus compliqué de les proposer en première phase aux personnes qui viennent nous voir. Néanmoins, en curative, on le retrouve, tu l'as entendu, pour l'idée de se recentrer, mais c'est la seule. Tout le reste, ça va être pour la deuxième phase, ce qui est un petit peu plus logique parce qu'il faut déjà quand même avoir pris le temps d'installer certaines petites choses avant d'accéder à ces exercices-là. Néanmoins, la vivance des cinq sens, à mes yeux, mais je pense que je ne suis pas la seule, est le plus simple des exercices de vivance, en tout cas dans ceux que moi je pratique. Je te rappelle qu'il y a plusieurs écoles de sophrologie, donc dans celles que je connais moi. Il y en a deux autres dont je t'ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Je t'avais parlé de la vivance de la liberté avec le personnage du pingouin, qui est une vivance du 3e degré pour le coup, qui vient remettre la main, on va dire, sur le passé et les ressources qu'on peut tirer. Donc c'est surtout une idée de ressources pour la vivance de la liberté. Et puis une seule pour le 4e degré, qui est la vivance des valeurs, dont je t'avais parlé avec Daenerys qui se loupe un peu sur cet exercice-là. Donc 3 seulement, ils sont plus complexes, plus longs. Néanmoins, la vivance des 5 sens, comme je te le dis, reste relativement accessible. Donc si tu es un petit peu habitué avec les exercices de relaxation dynamique, de relaxation statique, etc., et que tu as envie de te reconnecter un petit peu aujourd'hui de manière agréable et positive à tes 5 sens, que tu as envie, pourquoi pas, à l'image du petit garçon qui veut devenir un vrai petit garçon, de voir quel souhait fondamental émerge, eh bien, tu es le bienvenu ou la bienvenue pour pratiquer avec moi cet exercice là tout de suite. C'est un exercice de relaxation dynamique qui se pratique assis pour une fois, pas allongé. Assis et même si possible assis sur une chaise, assis ou assise sur une chaise. Pourquoi ? Parce que l'idée c'est pas non plus de sombrer entre guillemets dans une relaxation profonde et puis tu vas voir, je vais te demander de te pencher un peu en avant par moment, etc. À mes yeux, c'est plus pratique sur une chaise un peu stable ou en tout cas pas, tu vois, trop affaissé dans un fauteuil ou un divan trop mou. Donc, essaye de trouver une position correcte. Et j'aimerais aussi que tu vérifies justement que tu as la place de la chaise où tu vas te trouver pour pouvoir te pencher en avant sans risquer de te cogner la tête sur une table ou ce genre de choses par exemple. Comme à l'accoutumée, vérifie peut-être aussi que rien ne te gêne, que tu te sens bien dans tes vêtements, que tu n'as pas de bracelet ou de boucles d'oreilles qui font du bruit puisqu'on va venir un peu tâter, si on peut dire, plusieurs zones du corps. Si tu portes des lunettes, je te conseille de les retirer. Tu n'en as pas besoin de toute façon puisqu'on va faire l'exercice les yeux fermés. Donc ça pourrait te gêner justement pour avoir accès facilement à tes yeux. Et puis, comme d'habitude, reste bien concentré sur tes sensations, accueille-les telles qu'elles viennent, laisse monter en toi ce qui vient sans jugement, et puis reste évidemment bien concentré sur le son de ma voix afin de pouvoir suivre les consignes au fur et à mesure. Si tu es installé correctement, je te propose d'abord de bien ajuster ta position sur la chaise, mets bien les pieds un petit peu écartés, la largeur des hanches comme on ferait en se tenant debout pour débuter un exercice de relaxation dynamique. Prends bien le temps de placer ton assise au fond de la chaise, de poser ton dos contre le dossier de manière confortable. Laisse tes mains pour le moment se reposer tranquillement sur les cuisses. Relâche bien les bras. Laisse les épaules baissées. Garde la tête droite dans l'alignement de la colonne, mais relâchée. Prends le temps de détendre légèrement ta tête, ton crâne.
Laisse se délasser un peu le dos. Sens ton ventre souple, détendu. Et laisse tes jambes se décontracter tranquillement jusqu'aux pieds. Prends conscience de ton corps décontracté sur la chaise. Tu peux maintenant venir toucher les côtés de ton nez doucement avec tes deux mains, avec les bouts des doigts. Prends le temps de faire le contour de l'arête de ton nez. Prends le temps de sentir l'orifice des narines. Place un doigt sur le bout de ton nez. Imagine la fonction de ton nez dans ton corps. Tu peux maintenant laisser tes mains se déposer à nouveau sur tes cuisses. Et imagine maintenant des odeurs agréables que tu aimes. Prends conscience de ton nez et de tes capacités olfactives. Tu peux maintenant porter tes doigts sur ta bouche. Prends le temps de faire le contour de tes lèvres comme si tu les dessinais. Tu peux exercer une pression légère sur le côté charnu des lèvres. Tu peux reposer tes mains sur tes cuisses. Et je t'invite maintenant à passer doucement ta langue contre tes dents. Laisse-la découvrir à nouveau ton palais. Et laisse-la à nouveau se reposer sur les dents inférieures. Rappelle-toi que tu peux avaler à tout moment pendant l'exercice. Laisse venir à toi maintenant l'image de ce à quoi ta bouche te sert dans le corps, à manger, boire, parler. Et pense maintenant à un goût que tu apprécies particulièrement. Prends le temps de le ressentir en bouche. Et prends conscience de ta bouche et de tes capacités gustatives. Je te propose maintenant de placer tes coudes sur tes cuisses, les mains en l'air, et de venir pencher ton corps afin que tes mains puissent envelopper tes oreilles. Prends le temps de pincer légèrement tes lobes doucement. Laisse tes index faire le contour de tes pavillons jusqu'au trou des oreilles. Tâte l'arrière des oreilles. Et tu peux maintenant placer tes deux mains à plat sur tes oreilles et exercer des pressions pour les boucher, puis écarter les mains pour les déboucher. Je te laisse faire plusieurs fois ce mouvement et entendre les différences de sons qu'il provoque. Maintenant,
que tu as pris conscience de ces différences de son, tu peux te redresser doucement, reprendre ta position initiale, le dos contre le dossier de la chaise et les mains relâchées sur les cuisses. Tu peux maintenant penser au rôle de tes oreilles dans ton corps et laisse venir à toi un son que tu aimes. Prends conscience de tes oreilles et de tes capacités auditives. Je te propose maintenant de porter attention à tes yeux. Tu peux placer doucement la pulpe de tes doigts sur tes paupières. Tu peux tracer les contours de ta paupière supérieure, le creux de paupière, le ras des cils. N'hésite pas à passer tes doigts dans les cils pour sentir leur texture. Tu peux aussi passer tes doigts légèrement dans tes sourcils. Découvre maintenant le dessous de ton œil. Suis la ligne de ton ras de cils inférieur. Et repose doucement tes mains sur tes cuisses. Prends le temps de méditer au rôle de tes yeux dans ton corps. Et imagine maintenant des images agréables, des couleurs agréables ou des formes qui te plaisent. Prends conscience de tes yeux et de tes capacités visuelles. Et maintenant, porte toute ton attention à la pulpe de tes doigts. Prends le temps de passer le pouce sur chacun de tes autres doigts pour sentir ta peau, mais aussi appuyer légèrement sur le moelleux de chaque doigt. Tu peux maintenant poser tes bouts de doigts sur le haut de ton crâne, sentir tes cheveux ou ton crâne lisse. Tu peux maintenant poser tes doigts sur les manches de ton vêtement ou sur tes épaules ou dans ton dos si tu préfères. Sens le tissu qui t'habille sous tes doigts. Observe la différence de texture avec tes cheveux ou ton crâne. Tu peux maintenant reposer tes mains sur tes cuisses. Si tu portes une jupe ou un pantalon, n'hésite pas à sentir encore cette texture nouvelle. Imagine la fonction de tes doigts dans ton corps. Prends conscience de ta peau et de tes capacités tactiles. Accueille toutes les sensations agréables que peut te procurer ce sens du toucher. Accueille toutes les sensations agréables que te procure l'ensemble de tes sens. Observe les différents organes qui te relient au monde.
Développe l'écoute de tes sensations grâce à tes sens. Et prends conscience de tes capacités sensorielles. À présent, laisse venir en toi un souhait. Formule-le. Imagine une pensée positive pour toi-même ou pour ton entourage. Je te propose maintenant de t'imprégner profondément de ce souhait. Pour cela, à mon signal et à mon signal seulement, tu prendras une longue inspiration par le nez, tu bloqueras ta respiration, tu penseras très fort à ce souhait que tu viens de formuler, puis tu souffleras par la bouche pour diffuser ces sensations positives partout en toi. C'est à toi. Inspire par le nez, retiens ton souffle et inscris très fort ce souhait dans ta tête. Et souffle doucement par la bouche. Diffuse-le dans tout ton corps. Reprends ta respiration normale. Ancre toutes ces sensations positives. Et prends conscience de ce souhait qui t'anime. Tu peux reprendre doucement contact avec les points d'appui de ton corps, les pieds au sol, les fesses dans l'assise de la chaise, le dos contre le dossier, les mains sur tes cuisses. Tu peux prendre une longue inspiration pour te dynamiser et souffler fort par la bouche. N'hésite pas à bouger légèrement tes pieds, tes mains, ton cou, tes épaules. Étire-toi, bâille si tu en as envie ou besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.